Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 14 mars 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond exige des manœuvres mécaniques et une bonne stratégie pour éviter les débordements. La voie ferrée du parc industriel de Saint-Marc-des-Carrières pourrait reprendre du service. Nutrinor au Saguenay-Lac-Saint-Jean vise le marché du gaz propane. Le député fédéral Joël Godin profite de sa pause à Ottawa pour rencontrer les citoyens et électeurs du comté. Il sera avec nous en studio. Léo Denis Carpentier reçoit le grade de chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Il sera avec nous et on parlera aussi du prochain festival de films pour l'environnement. L'Association des personnes handicapées de Portneuf lance une offensive pour favoriser l'embauche de personnes handicapées. Et le pianiste Alain Châteauvert, en récital à Saint-Raymond, demain sera avec nous en studio. Bonne émission. Revenons sur le dernier conseil de ville de Saint-Raymond du lundi soir 11 mars dernier. Plusieurs sujets retiennent notre attention. Tout d'abord, l'évaluation des dommages entourant le feu survenu à la caserne des pompiers dans la nuit de dimanche à lundi dernier n'est pas encore complétée. Mais selon le directeur général de la ville, François Dumont, on peut déjà estimer les dommages à plus de 250 000 $. L'enquête a conclu que le feu a pris naissance dans la déneigeuse à trottoir de Marc Carraro. Rappelons que les employés de la ville ont dû prendre congé le lundi pour permettre aux experts de nettoyer les lieux. L'état actuel de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond nécessite de bonnes réflexions et une bonne stratégie quant à l'utilisation efficace de la machinerie pour briser le couvercle de glace qui actuellement pourrait causer des débordements en cas de fonte rapide ou de pluie abondante. Écoutons le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Il faut dire qu'au froid qu'on a, si on le fait une semaine trop tôt, au bout d'une semaine, c'est gelé. C'est gelé bord en bord, puis c'est revenu comme c'était. Ça fait comme si on l'avait fait pour rien. Puis c'est des interventions qui coûtent assez cher. Ces trois mécaniques-là vont coûter pas loin de 100 000 $ d'intervention. Ça fait qu'on ne veut pas les faire pour rien. Ça fait qu'il faut choisir le moment où il y aura plus d'eau dans la rivière, ça va commencer à fondre, mais il ne faut pas que ça fonde trop vite parce qu'on n'aura pas le temps d'intervenir. Alors, il ne faut pas se faire prendre. Alors, on est en train de travailler là-dessus. L'appel araignée est réservé pour briser la glace sur la rivière durant la semaine du 25 mars prochain. Et une autre pelle mécanique devrait aussi briser de la glace à des endroits stratégiques à partir des berges durant cette même semaine. Selon le directeur général François Dumont, les prévisions météo actuelles et des prochains jours n'inquiètent pas trop. La neige abondante au-dessus de la glace permettra d'absorber une bonne quantité de pluie. Rappelons que la ville de Saint-Raymond travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval pour bien comprendre les comportements de la rivière et déployer les meilleures méthodes possibles pour diminuer les risques d'inondation. Un protocole d'entente de 3 ans avec un budget de 2,1 millions de $ vient d'être signé entre la ville de Saint-Raymond et le ministère de la Sécurité publique pour l'aménagement de différents projets de prévention.
Du côté de la santé, le comité s'est assuré auprès du CIUS de la capitale nationale que les préparatifs pour l'installation d'un TACO à l'hôpital régional de Saint-Raymond vont bon train. Les firmes professionnelles s'affairent à la conception des plans et devis pour la construction d'une nouvelle section abritant le tomodenstomètre qui sera rattaché au bâtiment actuel. Le TACO devrait être opérationnel dans précisément 1 an, en mars 2020. Les dirigeants du CIUS travaillent aussi avec les professionnels pour le réaménagement et les agrandissements nécessaires au rez-de-chaussée pour offrir les nouveaux services dont l'hémodialyse et l'oncologie. Le CIUS entend aussi rajeunir la section de l'urgence de l'hôpital à Saint-Raymond. Saint-Raymond endosse l'invitation de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, sur la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec, qui est en vigueur depuis 1 an, mais qui a obligé tous les propriétaires à enregistrer leurs armes avant le 29 janvier dernier, 2019. Comme Saint-Marc-des-Carrières, Rivière-à-Pierre ou Sainte-Christine d'Auvergne, Saint-Raymond demande aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière sur cette loi qui a été adoptée par le gouvernement libéral dirigé par Philippe Couillard. Les municipalités expriment leur solidarité envers les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui demandent que les sommes importantes entourant ce registre soient mieux utilisées, entre autres, pour combler les besoins criants en santé mentale. La Ville de Saint-Raymond a décidé de faire partie d'un regroupement de municipalités québécoises pour se payer une prime d'assurance contre des pirates informatiques qui prennent le contrôle de réseaux municipaux pour soutirer une rançon financière. Ce regroupement est proposé par l'Union des municipalités du Québec et un appel d'offres est lancé pour trouver l'assureur et les meilleurs coûts pour protéger les municipalités victimes. La MRC de Mekinac, nos voisins en fait vers l'ouest, a payé une rançon de près de 30 000 $ en crypto-monnaie aux pirates informatiques qui en demandaient 70 000 en septembre 2018. Le réseau informatique de la MRC a été paralysé pendant plusieurs semaines par l'attaque survenue le 9 septembre 2018. Après le versement de la rançon, la MRC de Mekinac a pu récupérer une partie des données qui étaient inaccessibles. Un partenariat a été établi entre la Ville de Saint-Raymond, l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et la CAPSA pour éviter la contamination du lac par la plante myriophylle à épis, qualifiée de mauvaise herbe grimpante qui étouffe les lacs et diminue grandement les qualités de baignade et de navigation. Un protocole de prévention sera établi et la Ville entend sensibiliser les propriétaires de bateaux ou d'hydravions provenant de l'extérieur et qui n'utilisent pas les installations du club nautique que leur véhicule est peut-être porteur de cette plante envahissante. Et la Ville de Saint-Raymond a enregistré son record de transport de neige jusqu'à maintenant, sans compter les transports de la dernière tempête de dimanche dernier. La Ville a cumulé plus de 3 200 transports de neige depuis le mois de novembre. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité entend poursuivre les démarches pour la mise aux normes de la desserte ferroviaire qui passe dans son parc industriel. Des pourparlers sont en cours entre la compagnie de transport ferroviaire, le CN, la municipalité et l'entreprise Nutrinor au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La coopérative Nutrinor, dont le siège social est à Saint-Bruno, a manifesté son intention d'installer un centre de distribution de gaz propane, 2 grands réservoirs, en fait, dans le parc industriel de Saint-Marc-des-Carrières et utiliser régulièrement cette voie ferrée pour le transport du gaz. Des camions citernes en feraient la distribution dans le marché de Québec, Portneuf et Trois-Rivières. Selon le maire Guy Denis, la direction du CN est favorable à ce projet. La municipalité de Saint-Marc-des-Carrières s'est engagée à mandater une firme spécialisée pour une étude écologique et environnementale de cette mise aux normes et d'en assurer les frais. Il faut dire que depuis l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic, les règles de sécurité sont plus strictes et le tracé du chemin de fer qui passe dans le parc industriel de Saint-Marc devra être modifié, particulièrement au niveau de la courbe, d'où l'importance de l'étude. Ce tronçon n'est plus utilisé depuis quelques années. La municipalité vérifie aussi les possibilités de subventions publiques possibles pour soutenir sa réalisation.
Le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, en congé de la Chambre des communes à Ottawa jusqu'à ce lundi 18 mars, a profité du dévoilement de la programmation du 16e Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir cette semaine pour annoncer que le Bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une organisation à caractère international, a admis la nomination du co-fondateur du festival et directeur artistique, Léo Denis Carpentier, au titre de chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Une épinglette sera remise officiellement à Léo Denis Carpentier lors du cocktail d'ouverture du festival au Jour de la Terre le lundi 22 avril prochain. Et pour nous en parler, qui de mieux que le député lui-même et le directeur artistique Léo Denis Carpentier. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Michel. Merci d'être en studio avec nous ce soir. Peut-être, M. Godin, parlez-nous un peu de ce titre ou de cet ordre, justement, de la Pléiade. C'est quoi exactement? En fait, c'est une distinction pour reconnaître des gens qui se sont démarqués depuis plusieurs années sur le fait français, sur le rayonnement de la francophonie. Et il faut être conscient qu'ici, à Saint-Casimir, il y a un festival des films sur l'environnement. C'est un festival francophone. C'est le premier en Amérique du Nord. Et on a le plaisir de l'avoir parmi nous, sur notre territoire. Et c'est M. Léo Denis Carpentier qui a été le porteur depuis 16 ans. Alors, c'est une grande fierté et j'étais très heureux d'avoir la confirmation lors de la présentation de la candidature de M. Carpentier à Bruxelles le 1er février dernier. Nous avons un des 6 lauréats récipiendaires cette année en 2019 de l'Ordre de la Pléiade. Et je vous explique que les 5 autres, il y a le premier ministre du Canada, il y a le chef de l'opposition Andrew Scheer, il y a Thomas Mulcair au niveau des parlementaires et il y a 2 autres récipiendaires, ce qui veut dire que M. Carpentier fait partie des 6 personnes qui sont reconnues cette année par la section canadienne de l'APF à titre de chevalier de l'Ordre de la Pléiade et j'en suis très fier. Oui. On a procédé à la mise en candidature en novembre et en décembre. M. Carpentier était dans le coup. Maintenant, nous avons eu la bonne réponse et on lui a annoncé lors de la conférence de presse du festival. Oui. Léo, comment on réagit par rapport à cette nomination-là? Lorsque M. Godin m'a parlé de ça, je me disais, oui, tu sais, je suis un parmi peut-être des milliers, je ne savais pas trop à quoi je disais oui, mais en même temps, je me disais, si ça arrive, je vais être extrêmement honoré, puis c'est ce qui arrive. Donc, mardi, j'étais très ému d'apprendre que c'était officiel, dans le fond. Et je suis très honoré que M. Godin aussi ait pris le temps de me considérer parmi ces grands-là. Puis c'est une reconnaissance internationale aussi, c'est ça que je trouve extraordinaire, parce qu'après, là, je suis allé, à ce temps, on peut aller sur Internet voir les noms. Les noms, j'étais impressionné. Roger Bertrand, Luc Plamondon, et la liste est longue. Là. Oui, et je vous dirais que tous les premiers ministres du Canada ont été admis à l'Ordre de la Pléiade. Et du Québec aussi. Et du Québec également. Alors, il y a la section Québec et la section canadienne. Moi, je siège à la section canadienne et j'ai le privilège de pouvoir déposer des candidatures et je pense que Léo Denis était pour moi le candidat idéal. Puis ça a été bien reçu parce que lors de la séance du bureau à Bruxelles le 1er février, sa candidature a été retenue. Quels critères, en fait? Est-ce qu'il y a des critères qu'on connaît? En fait, les critères, c'est le rayonnement de la francophonie au niveau international et de façon récurrente. Ah, okay. Alors, on peut... Le fait que ça fait 16 ans, en fait, c'est le 16e festival. C'est un élément bien important qui donne des points et qui fait en sorte qu'il est, permettez-moi l'expression, qui est sorti du tas et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en discuter. Est-ce que c'est à chaque année qu'on peut avoir des nominations où vous pouvez déposer des candidatures? Ou... Oui, c'est à chaque année. Chaque année, nous pouvons. Nous n'avons pas l'obligation. Nous pouvons présenter des candidatures. Cette année, j'ai été responsable du sous-comité de l'APF section canadienne pour l'Ordre de la Pléiade et c'est offert aux 338 députés de la Chambre des communes. Quand même. Et il y en a 3, excluant les 3 parlementaires, qui ont été sélectionnés. Alors, il ne faut pas minimiser cette reconnaissance-là et c'est chez nous, dans Portneuf, Jacques Cartier. Alors, félicitations. Et je vais porter l'enseigne, je sais où il y avait un petit truc, là, je sais pas comment on appelle ça, qu'on peut porter régulièrement. L'épinglette? Une épinglette, c'est ça exactement. Donc, c'est ça, je vais la porter avec fierté. Puis aussi,
j'ai bien hâte au 22 avril, parce qu'à la conférence de presse, je ne m'attendais pas. Moi, on a un cocktail ça va changer un peu. On est en train de moduler un peu l'horaire un peu de ça. Oui. Je vais me permettre de dire que j'ai eu des complices à l'intérieur du festival pour la présentation surprise lors de la conférence cette semaine. On va écouter d'ailleurs un extrait justement de cette nomination-là. Puis Léo, on va se parler tantôt beaucoup plus au niveau de la programmation du 16e festival. Alors, on écoute un extrait de la conférence de presse cette semaine. Alors, je vous invite, vous, de partager cette information-là pour qu'on puisse, lors du cocktail, offrir une belle reconnaissance de par la présence d'une belle foule pour reconnaître qu'ici, à Saint-Casimir, Léo Denis Carpentier va écrire le livre de l'histoire de la francophonie au niveau mondial. Bravo et bon festival. Monsieur Godin, comment ça va? Ça va très bien. Je suis toujours heureux d'être dans la circonscription. Ben oui, et en entrée de jeu, vous avez parlé de congé. Effectivement, nous ne siégeons pas à la Chambre des communes et nous ne sommes pas en congé lorsqu'on siège. C'est un congé d'Ottawa, mais c'est pas un congé de travail. Non, effectivement. En fait, parce que vous êtes quand même assez présent là, ces jours-ci dans le comté, en fait. Oui, bien, je profite de l'occasion lorsque je suis dans la circonscription pour accepter les invitations. Ouais. Il y a des choses qui se passent qui sont importantes et je me dois, comme représentant de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, d'être présent le plus possible. Et c'est un peu ma marque de commerce. Ben oui. Hein. Et vous savez qu'Info CJSR est maintenant diffusé par la CCAP, alors on vous entend jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et je vous dirais, M. Beausoleil, c'est une information que vous m'avez communiquée juste avant l'entrevue, et c'est très important que la population locale ait accès à de l'information locale. Nous sommes une région périphérique du centre urbain qui est Québec, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, et je pense qu'il faut la diffuser, cette information-là, et inciter les gens à vous écouter encore plus. Oui. M. Godin, comment va le début de la campagne électorale? En fait, là, je vais vous dire la pré-campagne. Oui, mettons... c'est difficile à définir le point de départ. Aujourd'hui, à cause d'une date fixe, en fait, là, ça change un peu la donne. Là, oui. Je vous dirais que nous sommes à pied d'œuvre dès maintenant pour faire en sorte qu'on soit là le 21 octobre 2019 et qu'on puisse, le soir du dépouillement, puis que je sois encore une fois nommé député de Portneuf-Jacques-Cartier. Je vous dirais que j'ai eu ma rencontre du conseil d'administration, qui est une rencontre annuelle, et on a formé notre association pour 2019. On est prêt. Okay. J'ai beaucoup de gens qui étaient là en 2015 qui reviennent et d'autres qui s'ajoutent. Alors, moi, je vais vous dire que nous sommes déjà à l'œuvre, maintenant, au quotidien, de petits gestes et de petits pas qui vont nous amener vers l'élection du 21 octobre. Est-ce que votre équipe est complète ou... On est toujours ouvert. Vous savez, en politique, on additionne. Ouais. Alors, tous les gens qui veulent évidemment donner un coup de main pour ma réélection, ils sont les bienvenus. En fait, le responsable de l'association du Parti conservateur dans Portneuf-Jacques-Cartier, le bureau chef est où? Il est à Saint-Augustin? En fait, le bureau chef de la circonscription. De l'association? L'association, en fait, c'est des citoyens qui... Okay. Il n'y a pas d'endroit fixe. Vous savez, aujourd'hui, avec les courriels et l'informatique, et c'est un résident du lac Saint-Joseph qui est mon président d'association. OK. Parlons des bons dossiers dans Portneuf-Jacques-Cartier. Ça avance. Coopérative, c'est un coopérative de travailleurs étrangers. En fait, le dossier de la coopérative de travailleurs étrangers, ça a été lancé le 26 avril 2018. Et on est près d'un an de cette annonce-là. Je vous dirais que je travaille fort pour faire débloquer ce dossier-là, mais j'ai malheureusement pas une très bonne écoute de la part du gouvernement en place. Et je vous dirais l'élément qui bloque présentement, c'est une règle du 10 %. Du 10 % de travailleurs étrangers maximum dans une entreprise. Mais il faut rappeler le concept de la coopérative des travailleurs étrangers. C'est 6 entreprises qui ont décidé d'investir 100 % de leur argent privé dans cette coopérative-là pour faire en sorte de faire venir 10 employés par entreprise. Ouais. Mais on comprend que ces 10 employés-là, si on le regarde sur leur entreprise, ils ne respecteront peut-être pas le 10 %,
Mais si on met ça dans un ensemble, c'est-à-dire de tous les employés des 6 entreprises, on se qualifie. Alors, c'est une dérogation administrative et je n'ai pas nécessairement l'écoute de la ministre du Travail au Canada, Mme Adjou. Pourquoi? Raison politique ou technocrate? Écoutez, je ne pourrais pas répondre pour elle. Il faudrait lui poser la question. Je suis déçu, mais on continue avec les entreprises à faire les représentations nécessaires. J'espère revenir ici et vous annoncer la bonne nouvelle. Mais là, c'est pas du tout en opération en coopérative. Pas du tout. OK. Alors, c'est cet élément-là déclencheur parce que la création d'une coopérative, c'est un modèle de gouvernance qui est facile à mettre en place. Ouais. Et je vous dirais qu'en dedans d'un mois, c'est opérationnel. Oui. Parlons du quai de Portneuf. Il y a une rencontre bientôt avec le ministère des Transports, début avril, je pense. Absolument. Le ministère des Transports a fait des analyses cet automne avec une barge près du quai sur le fleuve. Et la ville de Portneuf est à recevoir les analyses, les résultats et de voir où on s'en va. Ouais. Je vous dirais que dans le processus de cession, il y a probablement 50 grosso modo, des étapes qui ont été franchies. OK, quand même. Alors non, ça avance. Et vous savez, en 2015, ça a été une de mes promesses électorales. Oui. J'espérais que ça soit livré d'ici 2019. On est en 2019, soyons réalistes, soyons assurés qu'on ne pourra pas couper le ruban en 2019, mais on va travailler. Mais c'est dans le bon sens. On travaille en collaboration avec la Ville et le ministère des Transports du Canada qui sont très actifs. Et M. Garneau, qui est le ministre des Transports, connaît très bien la région de Portneuf. Il y a des racines ici et j'ai eu de très bonnes discussions avec lui. J'ai une bonne collaboration de sa part. Oui, et peut-être en terminant, principaux dossiers que vous traitez, entre autres aussi. En fait, je vous écoutais tout à l'heure en entrée d'émission. Vous parlez de la voie de contournement du CN avec Saint-Marc-des-Carrières. Nous sommes dans le dossier. Nous sommes très actifs auprès du Canadien national. On travaille en collaboration avec la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, le promoteur et le Canadien national pour faire une voie de contournement avec des règles et on est dans le dossier pour faire les représentations nécessaires pour faire avancer le dossier. Et si vous posez la question aux intervenants, ils vous diront que le député de Portneuf, Jacques Cartier, est très actif dans le dossier et j'espère encore une fois qu'on puisse procéder à l'arrivée de cette entreprise-là dans le parc à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, Joël Godin, député de Portneuf, Jacques Cartier, merci de cette visite en studio et bonne campagne. En tout cas, on va s'en revoir sûrement. C'est un plaisir. Merci, Beausoleil. Merci. Beausoleil. Merci. La 19e édition du Salon Contact Emploi de Portneuf, qui se tiendra le jeudi 28 mars prochain au gymnase de l'école secondaire de Donnacona, affiche un record de 64 exposants. Une soixantaine d'entreprises offriront plus de 1300 emplois entre 10h et 20h. Une formation unique sera offerte aux exposants pour attirer des candidats potentiels et les visiteurs pourront assister à différents ateliers et conférences. La version virtuelle du salon sera accessible jusqu'au 5 avril sur la plateforme web contactemploiportneuf.com. Les chercheurs d'emploi pourront afficher leurs services auprès des employeurs. Cette année, à la demande des employeurs, les organisateurs ont décidé de présenter l'événement un jeudi soir et avant la foire de l'emploi au centre de foire d'Expo-Cité à la fin du mois de mars à Québec. On a devancé de 3 semaines le salon Contact Emploi Portneuf par rapport à l'an dernier. De plus, on a misé sur différentes stratégies de communication pour attirer les chercheurs d'emploi d'ici et d'ailleurs, dont des placements médias, réseaux sociaux, affichage électronique en bordure de l'autoroute, ainsi que la promotion d'organismes d'aide à l'emploi. Le concours du meilleur exposant revient cette année et le gagnant se méritera le trophée commémoratif et l'emplacement de son choix pour l'année suivante. En 2018, le Salon Contact Emploi Portneuf avait attiré quelques 700 visiteurs dans les gymnases de l'école secondaire et environ 670 emplois ont été offerts par les entreprises. Dans le même ordre d'idées, l'Association des personnes handicapées de Portneuf se positionne et s'affirme comme une des solutions aux employeurs dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre dans la MRC de Portneuf. Grâce à une subvention de l'Office des personnes handicapées de Québec du Québec en 2018, la PHP a pu faire appel à une ressource depuis le mois d'octobre dernier pour favoriser l'embauche des personnes vivant en situation de handicap physique ou intellectuel auprès des employeurs.
Selon certaines études, 78 des employeurs sont ouverts à l'idée d'embaucher une personne vivant avec un handicap, mais plus de la moitié manifestent certaines craintes ou peu d'informations pour procéder. Afin de pallier à ces craintes, préjugés ou ignorance, la chargée de projet en employabilité, Joanie Saucier, a développé un outil de travail, un feuillet d'information et de sensibilisation qui s'adresse autant aux employeurs qu'aux personnes vivant en situation de handicap. On l'écoute. L'outil est monté en 2 volets. Nous avons le recto qui est spécialisé pour les employeurs. On y transmet les avantages d'embaucher une personne qui vit avec une limitation. Puis aussi, ainsi qu'une sphère qui est là pour contrer les différentes peurs des employeurs face à l'embauche. Dans le bas du feuillet, on y retrouve les différents organismes qui sont présentement en place dans Portneuf qui sont là pour soutenir et aider. Leurs principaux services et les coordonnées de chacun y sont notés. Au verso, c'est conçu pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on y trouve les avantages à se tourner vers le marché du travail, les lois qui sont en place pour les aider. Tout comme le côté des employeurs, on y retrouve les services et les coordonnées d'Équitravail, de Sphère, de l'Arc-en-Ciel, ainsi que du CIUS. On y a aussi les coordonnées de la PHP. Le feuillet sera distribué un peu partout et disponible sous peu sur la page web de l'APHP. De plus, la chargée de projet sera présente au Salon Contact Emploi Portneuf le jeudi 28 mars pour rencontrer les employeurs, répondre aux questions et distribuer ce nouvel outil d'information. Aussi, la Corporation de transport régional de Portneuf offrira le transport adapté, aller-retour, gratuitement aux personnes vivant avec un handicap et admis aussi au transport adapté qui souhaitent visiter le Salon Contact Emploi de Portneuf le jeudi 28 mars prochain. Les personnes intéressées doivent réserver leur déplacement un minimum de 24 heures d'avance en communiquant avec la CTRP. Ce mercredi 13 mars, à Pont-Rouge, les dirigeants de la Caisse Desjardins du centre de Portneuf ont annoncé un investissement total de 117 500 $ du Fonds d'aide au développement du milieu pour la réalisation de 13 projets dans les 5 municipalités desservies par la coopérative financière. 26 projets avaient été déposés suite à l'appel lancé au mois d'octobre 2018. Ainsi, 12 organisations sans but lucratif se partagent les 117 500 $. Ainsi, le projet, le 213 à Donnacona de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf reçoit 20 000 $. La Ville de Saint-Basile obtient 20 000 pour le réaménagement du parc. Ville de Portneuf reçoit 16 000 pour la phase 2 des sentiers de vélo de montagne. La Ville de Pont-Rouge obtient 4 000 pour la bambinerie, un mini-gym pour les 0-5 ans au sous-sol du centre communautaire, de même que 10 000 $ pour l'aménagement des allées extérieures et du parc pour aînés à Place Saint-Louis. Ville de Cap-Santé obtient 10 000 pour la réfection des terrains de pétanque. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge, 10 000 pour son exposition permanente au site d'Héry. Regard Portneuf, 9 000 $ pour l'aménagement du Flash Studio Desjardins à Ville de Portneuf. Le centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge, 6 000 $ pour l'achat d'une dameuse. Le centre d'équithérapie Libre Passion, 5 000 $ pour la construction d'un manège pour personnes avec handicap. La bibliothèque au fil des mots de Saint-Basile, 3 000 $ pour l'aménagement d'un espace jeunesse. Ville de Saint-Basile, 3 000 aussi pour son parcours balisé de marche et de course. Et le comité culturel de Donnacona, 1 500 $ pour des ajouts à l'offre de jeux à son atout espace ludique Donnacona. Nous vous donnerons plus de détails aussi sur ces projets au cours des prochains bulletins de nouvelles. Mais depuis 5 ans, plus de 6 millions de $ ont été remis par la Caisse du centre de Portneuf à la collectivité en dons, commandites, contributions de fonds d'aide au développement du milieu et en ristourne. Les dirigeants de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf ont déposé et présenté le rapport d'activité 2018 et les objectifs 2019 en Assemblée générale cette semaine. La table de concertation agroalimentaire de Portneuf vise à promouvoir les produits agroalimentaires Portneuf sous la bannière culture de saveur. On compte en 2018 une quarantaine de producteurs membres du regroupement 4 de plus. En 2018, les actions portaient davantage
davantage pour mieux animer la page Facebook, bonifier le site Internet, stimuler la campagne promotionnelle Fiers propriétaires et poursuivre la publication des recettes de Miss Papilla dans le courrier de Portneuf et sur le web. 5000 copies de la carte promotionnelle ont été distribuées dans Portneuf, en Mauricie et à Québec. L'organisme a répertorié les restaurants, casse-croûtes et bars laitiers portneuvois qui utilisent des produits culture de saveur. Dans Portneuf, on compte 28 restaurants, casse-croûtes et bars laitiers répertoriés qui utilisent ou vendent des produits de 24 membres culture de saveur. Dans la région de Québec, sans compter Portneuf, on compte 25 restaurants qui utilisent ou vendent des produits de 7 membres de culture de saveur. L'organisation a multiplié ses actions pour faire connaître les produits portneuvois. En 2019, les actions prévues visent à élaborer une stratégie promotionnelle sur 3 ans, développer une nouvelle catégorie de membres culture de saveur avec Fiers partenaires. On entend participer à la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation, en plus de bonifier la carte promotionnelle, collaborer au projet concerté avec la MRC et les marchés publics, dont celui de Québec l'été prochain. En plus de suivre la campagne, en plus de la suite de la campagne promotionnelle Fiers propriétaires, collaboration avec des événements, activités réseautage pour les membres de culture de saveur, participation à la table de concertation en sécurité alimentaire dans Portneuf et le suivi du plan d'aménagement de la zone agricole, le PDZA, pour la MRC de Portneuf. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. La biodiversité sera au cœur de la programmation de la 16e édition du Festival de films pour l'environnement qui se déroulera du 22 au 28 avril prochain à Saint-Casimir sous la présidence d'honneur de Yolande Cadrin-Rossignol. Yolande Cadrin-Rossignol est une réalisatrice, productrice et scénariste. Elle a été, entre autres, directrice générale de la Cinémathèque québécoise de décembre 2011 à juin 2015. Pour nous en parler de cette dame, mais aussi de la programmation du 16e festival, nous retrouvons notre chevalier de l'ordre de la Pléiade, Léo Denis Carpentier, et directeur artistique du festival. Oui. Rebonsoir, Léo Denis. Rebonsoir. Léo Denis, cette dame, votre présidente d'honneur, justement, Yolande Cadrin-Rossignol, a participé à la première édition. Oui, en 2004, elle avait présenté Compteur d'étoiles, toujours avec Hubert Reeves, parce qu'elle travaille beaucoup avec M. Reeves. Donc, elle était venue présenter son film à Saint-Casimir. À l'époque, on faisait des projections dans la salle à Chapelle où on a fait de la conférence de presse. Okay. Et c'était très intéressant. Puis lorsque je l'ai approché l'an passé, parce que le film, elle a aussi le nouveau film La Terre vue du cœur avec Hubert Reeves, il a commencé à être distribué l'an passé lors du Jour de la Terre, 22 avril. Donc cette année, on va le présenter au festival le vendredi soir, le 26 avril, mais Mme Cadrin-Rossignol va passer tout le temps du festival avec nous. Donc, elle va être là lors de la journée d'ouverture et pendant les projections aussi des films en compétition et toute la semaine. Elle m'a dit qu'elle passerait tout le temps avec nous. OK, quand même. Oui. La Terre vue du cœur, c'est quand même c'est un documentaire. C'est un documentaire. C'est une documentaire? documentariste, Mme Cadrin-Rossignol. Et c'est le dernier documentaire qui a été fait en collaboration avec Hubert Reeves. C'est très positif.
positif, hein, parce que... Qui parle, en fait, de la biodiversité, dans le fond, c'est la seule façon de pouvoir s'en sortir en bout de ligne. Oui, parce que on s'entend que la Terre, la planète Terre, elle s'est débarrassée des dinosaures. Ouais. Elle peut se débarrasser de l'humanité aussi. On n'est pas ici, on n'est pas éternel. Non. Par contre, moi, je pense que, puis en tout cas, le message que j'ai ressenti dans ce documentaire-là de M. Reeves, c'est que si on décide de continuer de vivre sur la planète, essayons d'augmenter notre qualité de vie. Donc, c'est chacun en tant qu'individu, mais aussi, il faut être là pour, par rapport aux politiciens, par rapport aux entreprises, il faut être présent partout, comme je sais qu'en fin de semaine, là, il y a une marche par rapport au développement durable, tout ça. Oui. Bon, bien, c'est important de participer à ces activités-là. Et c'est comme ça, je pense qu'en se parlant, puis je me rends compte en voyant tous les films, parce qu'on a reçu cette année 67 films en provenance de 16 pays. On reprend la compétition cette année. Exactement, puis j'ai été surpris parce qu'étant donné qu'on avait laissé tomber une année, on n'avait pas fait beaucoup de publicité ou de promotion. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de films que ça. Il y en a des excellents. Donc, et c'est à peu près le même constat qu'on peut faire partout sur la planète, c'est que les gens, oui, il y a des problématiques qui se ressemblent, on s'entend des îles de plastique ou les problèmes avec plein de choses, de pollution, de maladies humaines causées par des pesticides, insecticides et tout ce qu'on voudra, mais en même temps, les réalisateurs arrivent beaucoup avec... il y a encore des gens qui ont des solutions. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au début, les 5 premières années du festival, on n'avait pas ça. Maintenant, on voit beaucoup ça. Puis c'est ça qui est encourageant. Puis il faut parler du vivant qu'on est. Puis essayer d'augmenter notre qualité de vie. Je pense que c'est ça l'important. C'est le message à retenir. Respecter la nature humaine et la nature en soi. Oui, exactement. C'est la base, en fait, de l'avenir. Parlons du festival. En fait, tu parlais que beaucoup quand même de films. Vous êtes en train de sélectionner, oui. Il y a un jury encore qui est présidé par Geneviève. Oui, notre marraine éternelle, elle est là depuis la première année, donc Geneviève Bilodeau qui était présente à la conférence de presse. Ce qui arrive, c'est que normalement, on fait la conférence de presse début avril, fin mars, début avril, puis là, on se disait, bien, c'est peut-être un peu tard, parce que les gens, moi, ce que j'entends par après, au mois de mai-juin, bien là, on ne savait pas qu'il y avait, c'était à telle date, il y avait telle activité, telle projection. Donc, on s'est dit, on va faire la conférence de presse au début mars, en se disant, bien, on n'aura pas toute la programmation, mais les grandes lignes sont vraiment établies. Donc, et là, pour ce qui est des films en compétition, on est en train de regarder le comité de sélection, et d'ici, je vous dirais, quelques jours, on devrait avoir le résultat final. C'est très difficile. Il y a beaucoup de documentaires long métrage, puis on n'a pas énormément de plages disponibles qu'on peut faire présenter des films en compétition. Donc, on est un petit peu restreint dans ça, mais on est content de voir tous ces films-là. En gros, la programmation, comment ça va se passer? Le 22, en fait, c'est le cocktail d'ouverture. Oui, bien l'après-midi, étant donné que c'est lundi de Pâques, donc c'est une journée fériée. Donc l'après-midi, en collaboration avec le Festival international de films pour enfants de Montréal, on a une super belle collaboration et on va présenter un film qui s'appelle c'est quoi donc déjà? Les aventures en pleine nature. Oui, c'est un film qui nous vient des Pays-Bas. Et qu'on va présenter. Et il y a une animation qui va avec ça, qui va être par la Briantine, que vous avez rencontrée. On ne pouvait pas la manquer. Donc, elle va intervenir avec les enfants. Il y a des exercices. Il va y avoir de barbe à papa. Ça va être vraiment une après-midi festive, parce qu'un festival, ça doit être festif. Et ensuite, il y aura le 5 à 7, le cocktail, qui devait être le cocktail d'ouverture du festival. Mais en même temps, là, vous avez compris qu'on modifie. Exactement. Et ensuite, en soirée, ça va être les premiers films en compétition. Premier bloc de films en compétition en soirée. Et les membres du jury devraient en principe être tous présents. Naturellement, il y a Geneviève Bilodeau qui est la présidente. Il y a Nicole Dumais. Il y a Éric Tessier, réalisateur natif de Saint-Casimir. Il y a aussi Christian M. Fournier, qui nous a l'an passé donné avec Nadine Baudet La Maison des Syriens et plein d'autres films. Et aussi le distributeur de Spira, qui s'appelle Sébastien Merklin. Donc ça, ce sont nos 5 membres du jury. Les activités, le visionnement se fait encore cette année à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville. De Saint-Casimir, exactement. Oui, toutes nos activités sont là. Et, vous avez encore la participation, j'imagine, des enfants, des écoles? Oui, des écoles. Mardi, mercredi, on a des ateliers avec les écoles, qu'on va présenter les résultats lors du gala le samedi soir. OK.
Donc, et on a aussi la projection du film La Terre du fleuve qui, en collaboration de Mme Catherine Rossignol, qui va être présente le vendredi soir. Et on a nos kinoïtes qui reviennent, comme à chaque année. Donc, présentement, le groupe est en train de se former. On trouve ça très Les gens intéressant. peuvent déjà s'inscrire, en fait? Aussi, les inscriptions, même, ils achèvent. Là, on devrait avoir complet une chaque année. On est obligé de refuser maintenant des gens. Donc, il y a des gens un peu partout. Et j'ai hâte de voir ça parce que c'est du jeudi au samedi et samedi soir, 21h, la projection des films qui vont avoir réalisés pendant les 3 jours. Oui. Sur le plan des entrées, en fait, des coûts, est-ce que déjà les gens peuvent acheter des... Je vous dirais à partir de lundi. Ça vient sur le site internet ffpe.ca. Oui. Donc, tout va être en marche. On est en train, parce qu'on a tout restauré le site. Il est vraiment très, très beau, là, visuellement et aussi au niveau de la convivialité du site. Et les gens vont pouvoir soit acheter en payant par PayPal directement sur le site, ou ils peuvent aussi téléphoner à 418-339-3222, qui est le numéro du festival. Ça, c'est pour les passes pour tout le temps? Les passeports, les billets, billets pour le cocktail. Aussi, on a des passeports hébergement. Puis donc, c'est possible aussi d'avoir une chambre à l'auberge du couvent qui est notre berceau, en fin de compte. On est là depuis le tout début. Et on va avoir aussi le dimanche la journée électrisante des jardins. Donc, il va y avoir des essais routiers. Il y a un brunch aussi qui va se passer à l'Hôtel de Ville. Et les essais routiers, les véhicules auto-électriques sont dans Desjardins nous prête le stationnement de la caisse à Saint-Casimir de l'Ouest de Port-Neuf, c'est ça. Donc, on va être là pour la journée. Oui. Donc, on rappelle donc que le 16e Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir se déroulera du 22 au 28 avril prochain, donc à Saint-Casimir, sous la présidence d'honneur de Yolande Cadrin-Rossignol. Léo Denis Carpentier, directeur artistique, merci. Merci, M. Beausoleil. On va sûrement en reparler bientôt. Merci. Merci. Le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé a dévoilé ce mercredi la programmation des 7 concerts qui seront présentés à l'église de Cap-Santé en 2019. Le concert bénéfice annuel sera présenté le samedi après-midi, 30 mars prochain à 14h. Mais le premier concert se tient ce vendredi, 15 mars à 20h avec les chœurs du Chesapeake High School. Le nouveau directeur artistique du Conseil du patrimoine culturel, Benoît Plourde, qui fut directeur du Conservatoire de musique et d'art dramatique à Rimouski et qui succède à Denis Jobin, décédé l'an dernier, nous décrit justement ces 2 premiers concerts. Nous aurons dès vendredi le Chesapeake High School, le chœur. En fait, il y a 2 chœurs, un chœur de concert et un chœur de chambre. Et ils viennent nous chanter des œuvres très variées de chants a cappella, non accompagnés. Et ça va de Duruflé, Maddox, Certon, de la musique française, des anonymes, de la belle musique de chant choral. Je vous invite à venir. Je pense que ça va être très plaisant. Et habituellement, les chorales de jeunes des États-Unis, c'est un high school. Ce sont des gens qui sont stylés, qui se présentent bien, sont bien formés. C'est très intéressant. On a notre concert bénéfice déjà le 30 mars à 14h ici, avec Caroline Roussel, soprano, et Martin Dubé, piano. Quelques mots de ces 2 personnes. Une, Caroline Roussel, termine présentement sa maîtrise au Conservatoire de Québec, mais elle est déjà en carrière. Elle a déjà joué pour du Menotti, elle a fait Michaela dans Carmen de Bizet, elle a chanté à l'Opéra de Québec. Elle est vraiment de la relève musicale. Elle est demandée partout. Elle a été soliste avec l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, qui est à Rimouski. Elle a chanté dans le Bourgeois gentilhomme de Lully avec l'Orchestre symphonique de Québec. Pour vous dire, elle est bien partie. Et Martin Dubé, nous avons un pianiste qui est fantastique. C'est un accompagnateur, c'est un spécialiste, c'est un d'accompagnement de chant. Habituellement, on dit un coach. Alors, il a agi comme chef de chant ou coach, entre autres, à la Juilliard School of Music. Pour vous dire, je ne vous nommerai pas tous les gens qui l'ont accompagné, mais si je vous disais simplement Ellie Hamling, Marilyn Horne, Leontine Price, Renata Scotto, c'est quand même pas mal. Alors, ça va être un concert très intéressant et avec une jeune qui est très
très talentueuse. Le 14 avril, à 14h, on soulignera le Dimanche des Rameaux avec un concert saxophone et orgue en duo avec le directeur artistique Benoît Plourde au saxophone et Nathalie Gagnon à l'orgue. Et pour une 23e saison, les Dimanches en musique présentera 4 concerts. En fait, ce sont les 4 dimanches du mois d'août. À 14h, à part le concert bénéfice du 30 mars, où les billets sont vendus au coût de 18 $ en prévente, 20 $ à la porte et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. L'entrée à tous les autres concerts est libre, mais une contribution volontaire est appréciée. Soulignons que le Conseil du patrimoine culturel de Cap-Santé est responsable des visites guidées en saison estivale de l'église et de son cimetière. Selon la présidente Lise No, les guides ont accueilli pas moins de 5 832 visiteurs entre le 24 juin et la fin du mois d'août 2018, ainsi que les fins de semaine de la Fête du travail et de l'Action de grâce. Les visiteurs provenaient du Québec, de l'Ontario et aussi loin que Madagascar, Porto Rico, Nouvelle-Zélande, République tchèque et autres. Ce vendredi 15 mars à 19h30 au Centre multifonctionnel Roland-Dion, Culture Saint-Raymond présente le récital du pianiste Alain Châteauvert intitulé « Chopin, Liszt, rivaux ou collègues ». Ce récital s'inscrit dans la série culturelle des Jardins et les billets au coût de 5 $ seulement seront disponibles à la porte le soir du concert. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir en studio le pianiste Alain Châteauvert. Bonsoir, M. Châteauvert. Bonsoir. Merci de cette visite en studio. Vous êtes originaire de la région de Québec? Oui, OK. Exactement. Connaissiez-vous un peu Saint-Raymond? Oui, ma copine vient d'ici. Ah, OK. Donc, c'est un milieu que vous connaissez bien. Oui, effectivement. Monsieur Châteauvert, parlons de votre carrière de pianiste. C'est une passion que vous connaissez, j'imagine, depuis votre tendre enfance. Ah oui, j'ai commencé très, très tôt. À 5-6 ans, le piano est arrivé chez nous, chez mes parents. C'était le piano de ma grand-mère. C'est un de mes oncles qui jouait déjà depuis longtemps. Okay. Il jouait au Château Frontenac dans les années 50. Parce qu'il y avait... Souvent, il y avait un pianiste qui jouait là, puis il jouait des œuvres, je dirais, un peu de Chopin, un peu de on pourrait dire, semi-populaire, là, à l'époque. Puis qu'avec lui, j'ai commencé mes leçons de piano. Après ça, j'ai suivi le cursus habituel, j'ai suivi plein de cours privés, puis après ça, j'ai fait un cégep, une maîtrise, bac en maîtrise, puis là, depuis presque 30 ans, j'enseigne au niveau collégial, j'enseigne au campus Notre-Dame de Foix, okay. Et ça me permet en même temps de jouer régulièrement, ce que j'aime, ce que j'adore. Oui, c'est une section de votre métier que vous aimez, donner des concerts. Oui. Puis en même temps, quand on enseigne au niveau collégial, veut pas, il faut être, moi je dirais ça, il faut être hot un peu. Parce oui. qu'on peut faut être capable de jouer, de faire des exemples avec un étudiant. Puis rendu au niveau collégial, il y en a qui jouent. Il y a des étudiants qui commencent à être sérieux. Oui. Donc, veut pas, il faut être capable de les accompagner, il faut être capable de leur montrer quelque chose de valable. Parce que veut pas, là, il y a une question aussi, là, c'est pas juste théorique. Là, on joue, donc il faut faire sentir la chose. Fait que là, il faut être capable de la jouer. Oui. Moi, je reproduis, puis après ça, là, on travaille à deux piano, fait que joue, on refait, on peut travailler ça. Ça, c'est passionnant. C'est sûr. Est-ce que vous composez ou... Non, ça, j'avoue que j'ai pas touché à ça. Ça, c'est Vous interprétez en fait des grands pianistes. Toujours. Puis c'est drôle parce que depuis quelques années, j'ai des élèves qui viennent me voir puis qui composent. Puis là, je travaille avec eux autres. Okay. Fait que là, je m'installe, on part avec des idées, je joue, ils installent ça, après c'est oui, je les aide à, je dirais, donner un cadre à leur répertoire. Et rythmique. Donner un cadre à leur répertoire, parce que des fois, ils partent avec des idées, mais des fois, c'est un peu tout partout. Fait que là, à un moment donné, on va essayer de recadrer ça pour que le public soit capable de suivre ta composition, que ça ait un certain sens aussi. Ouais. Fait que souvent, je vais travailler avec ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, je vais me mettre à la composition. Prochainement, ça ne me surprendrait pas. Ça serait intéressant, effectivement. Est-ce que le piano est populaire, moins populaire? Parce qu'on a l'impression que les jeunes, c'est plutôt la guitare ou des fois les percussions. Ou, Le piano est toujours populaire. Par contre, actuellement, c'est sûr qu'avec un concours comme La Voix, il y a beaucoup de jeunes là, qui se lancent, des chanteurs. Ouais. Mais
c'est pas tout le monde qui peut être chanteur. C'est sûr. Puis en même temps, il y en a qui commencent très tard, puis ça devient difficile. Fait qu'ils arrivent au cégep, puis ils ont des grands espoirs, d'un coup, s'ils avaient fait un peu de piano ou s'ils avaient fait un peu d'un instrument, ils auraient été capables d'être un peu plus solides pour arriver à travailler après ça dans le milieu. Fait que ce qui fait que là, des fois, ils ont beaucoup de difficultés. Mais le piano continue. Je pense qu'il y a plein d'écoles où depuis, comme je disais, ça fait 30 ans que j'enseigne au niveau collégial, fait que j'ai beaucoup de mes anciens qui enseignent un peu partout. Donc là, il y en a qui enseignent au primaire, secondaire, dans certains des concentrations de musique. Donc, il y a quand même du monde qui veut faire de la musique. Puis, veut pas, il sort de plus en plus d'études qui démontrent que les gens qui font de la musique, ça va être des meilleurs citoyens, ça va être des gens qui vont être plus créatifs, ça va être des gens ça va les aider pour la concentration quand les jeunes... C'est un mode d'expression extraordinaire. C'est pas nécessairement faire des musiciens. Non, ça, c'est un mode d'expression, comme écrire. Exactement. En fait, Exactement. Ouais. Puis, veut pas, à un moment donné, j'avais une de mes anciennes élèves, elle est avocate aujourd'hui, mais elle a fait un double deck, puis elle dit, quand j'arrive pour plaider, là, elle dit, des fois, on est nerveux. Hein. Ouais. Elle dit, moi, je me souviens des concours, comment je me présentais pour le concours de piano. Après ça, j'arrivais. Elle dit, ça m'a donné une assurance pour être capable, après ça, d'arriver puis de travailler dans le milieu. Fait qu'elle n'est pas musicienne, elle n'est pas comme musicienne professionnelle, mais elle est capable encore de jouer du piano. Ouais. Mais quand elle arrive, il y a une étape à faire. Là. Ouais. Mais là, elle est capable là, de bien se préparer. Parlons de votre spectacle Chopin, Liszt, rivaux ou collègues. Pourquoi justement cette confrontation, si on veut? J'ai fait une deuxième maîtrise il y a 2-3 ans, puis là, j'ai commencé un doctorat. C'est fou, commencer ça dans la cinquantaine. Moi, j'adore ça. Ben oui. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis là, actuellement, je travaille beaucoup à musique de Liszt, mais j'avais fait les 4 ballades de Chopin l'année passée en récital. Puis les 4 ballades, c'est ce qu'on appelle un monument de la musique de Chopin. Puis là, ça m'a donné l'idée d'enregistrer d'abord le CD des ballades, plus quelques nocturnes de Chopin. Puis en même temps, je me dis, là, je vais aller présenter, là, ce que je suis en train de travailler, c'est Liszt. Fait que il y a une confrontation. Parce qu'ils sont connus jeunes, les deux, Liszt et Chopin. Et, à un moment donné, ils étaient collègues. Puis, bon, évidemment, des fois, là, il y a les madames entre eux, des fois, il y a eu des conflits. Ce qui fait qu'à un moment donné, les deux se sont un petit peu séparés. Ouais. Mais c'était pas nécessairement par... pas une guerre, mais Liszt avait quand même un certain ego. C'était un interprète qui aimait, on dirait aujourd'hui, flasher, dans un certain sens. Okay. Donc, sur scène, il aimait être la star. Oui, exactement. Contrairement à Chopin, où lui, c'est l'inverse. Lui, il aime être dans une petite salle, jouer. Oui, mais dans un petit salon. Les grands, on dit un petit salon. Quand on va à Paris, les salons, c'est pas notre salon comme vous et moi. Mais quand même, c'est pas une grande salle de spectacle. Mais exactement, c'est ce qu'il aimait. Il aimait jouer dans un cadre beaucoup plus intime. Okay. D'ailleurs, beaucoup de ses œuvres, si on prend par exemple les valses, les préludes, c'est des œuvres qui sont un peu plus intimes. Demain, je ne vais pas jouer beaucoup de ces œuvres-là, je vais jouer quelque chose qui va revoler un petit peu plus, donc des ballades. Par contre, je joue quand même 3 nocturnes demain. Puis les nocturnes qui sont assez connus. Okay. Donc, pour les gens qui ne sont pas mélomanes, beaucoup, les œuvres que vous allez entendre demain, il y en a beaucoup que les gens vont adorer. Parce que je suis convaincu qu'il y en a qui ont déjà entendu, à un moment donné, tu entends ça dans un ascenseur, tu dis, il est donc connu, cette pièce-là. Donc, c'est des œuvres qui sont relativement très connues. Oui, et vous racontez aussi des anecdotes. Toujours. Pendant votre concert. Puis, c'est d'éveiller les gens aussi... quand je présente par exemple des pièces de Liszt, il y en a qui Chapelle de Guillaume Tell, ça ne dit rien. Mais quand on va voir un peu, quand Liszt a écrit ça, il est parti avec Marie Dagout. Il est parti en Suisse parce qu'il vivait un grand moment d'amour. Elle a laissé son mari pour s'en aller avec Liszt. Ouais. À imaginer, en 1800 quelque chose. Hein? C'est de la passion. C'est la passion qui mène tout là. Difficile. Aujourd'hui, ça arrive, mais c'était moins acceptable à l'époque. C'était en Suisse. Oui. Donc, il est arrivé en Suisse, puis là, il s'est mis à écrire plein de pièces. Puis là, il vivait la chapelle de Guillaume Tell, le lac de Wallenstadt. On dirait l'impression de 2 amoureux qui sont sur une barque sur l'eau. Okay. Quand on donne ça, cette image-là, puis qu'on commence à la jouer, là, on voit l'histoire. Oui, puis les gens, tout à coup, là, moi, je vois dans la salle, dans la salle les gens là, qui... ils se mettent à rêver. Ouais. Là, quand on réussit à faire ça en tant qu'artiste, c'est réussi. Yes. Là, les gens ont vécu quelque chose. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir comme musicien. Ça, c'est clair. Demain, justement, le 16, ça débute à 19h30. Exactement. C'est au centre multifonctionnel, à peu près 60 minutes, C'est un récital d'1 heure et 1 heure et quart. OK, quand même. Ouais. Pour 5 $, ça vaut la peine. Oui, je pense que les gens vont apprécier. Vous avez...
réalisé en fait 2 albums? Oh, j'en ai 4, mais là, J'en ai les 4, 2 derniers, ça, c'est le dernier que j'ai fait, Chopin. Donc, demain, presque une bonne partie de ce qui est sur cet album-là, qui est aussi sur iTunes, et sera demain en concert. OK. Et l'autre, c'est... Ça, c'est un petit... quand il y a quelques années, j'ai joué de la musique romantique québécoise. Oh, oh. Là, Québécoise. Oui. Donc, des compositeurs d'ici, mais pas connus du tout. OK? Donc, Ernest Gagnon, Gustave Gagnon, Calixa Lavallée. Là, quand on dit Calixa Lavallée, on dit oui, au Canada. Effectivement. Mais il a composé beaucoup de choses pour piano. Okay. Plusieurs belles choses. Donc, j'ai enregistré 2 CD de compositeurs romantiques québécois. Donc, il y en a un qui est justement sur iTunes. Ça, j'en jouerai pas demain, malheureusement, mais ça, quand je vais jouer un peu partout, les gens découvrent ça, ils disent « Ah, ouais, il faisait ça au Québec en 1850, 1875. » Oui, effectivement, on avait cette musique-là. On a eu cette chance d'avoir ça au Québec. Puis il y a des valses, des mazurkas. Donc, on est proche de Chopin, on est proche de Liszt. Donc, très, très près. Fait que ça, c'est vraiment passionnant aussi. Est-ce que vous allez en avoir demain? Est-ce que les gens vont pouvoir s'en procurer? Oui, effectivement, je vais l'avoir. Vous êtes à Saint-Raymond demain, mais est-ce que vous, régulièrement, vous êtes en concert? Oui, je rejoue à Québec. Comment on peut vous suivre à partir de votre site web? Exactement, alainchateauvert.com. Oui, vous pouvez suivre. Alors, on a la programmation, en fait, et tout. Alors, donc, c'est une invitation ce vendredi. 15 mars à 19h30 au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. C'est le récital donc intitulé Chopin, Liszt, rivaux ou collègues. Alors Alain Chateauvert, merci infiniment de cette visite et on vous souhaite un bon concert et une belle suite de votre carrière. Merci infiniment. La bibliothèque de l'école secondaire Louis Jobin à Saint-Raymond sera de nouveau en opération ce samedi 16 mars de 10h à 14h. Un important dégât d'eau avait obligé l'arrêt temporaire des services, dont le service de lecture. 11 chanteurs et chanteuses accompagnés au piano par Manon Chénard présenteront la comédie musicale Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon ce samedi 16 mars à compter de 19h. Ça va se passer à l'église de Saint-Basile. C'est Manon Chénard qui a conçu les arrangements et la mise en scène du spectacle. Les billets sont vendus au coût de 15 $ en pré-vente ou 20 $ le soir du spectacle. Un souper bénéfice se tiendra ce samedi 16 mars à compter de 18h à la salle des Chevaliers de Colomb de Ville de Portneuf pour financer l'achat d'un minibus adapté pour la famille Lambert-Miville de Saint-Marc-des-Carrières. Le couple a adopté 3 jeunes enfants multi-handicapés et gravement malades âgés de 9, 6 et 4 ans et une petite dernière est en famille d'accueil. Alors les billets sont en vente au coût de 20 $. L'organisme en santé mentale, l'Arc-en-Ciel, invite la population à participer à la semaine nationale intitulée « À livre ouvert 2019 ». C'est organisé pour la 3e année par l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Des gens qui ont vécu un rétablissement de leur santé mentale livreront de courts témoignages à la bibliothèque de Donnacona le mercredi 20 mars prochain. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe et Tony à la régie, à la caméra et au montage. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de la nouvelle bambinerie, le mini-gym à Saint-Casimir qui a ouvert ses portes ou sa porte officiellement cette semaine. Le mini-gym est un local de l'hôtel de ville de Saint-Casimir qui a été aménagé pour amuser les jeunes enfants de 0 à 5 ans. Il est ouvert les lundis et mercredis de 9h à 11h45 et si l'achalandage le permet, on peut ouvrir aussi une 3e journée à ce mini-gym à Saint-Casimir. Alors, bonne semaine à vous.
Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives.